Bonjour. Nous retrouvons aujourd'hui Jean-Marc Sylvestre pour le point sur la situation économique en France, en Afrique et dans le monde. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Bernard. Alors le mot d'ordre, si j'ose dire aujourd'hui, qu'on entend tout le temps, c'est inflation. Est-ce que vous pouvez me dire précisément si cette inflation n'a que des aspects négatifs, s'il y a aussi des aspects positifs, et quelles sont les conséquences pour l'épargnant ? Écoutez, les aspects de l'inflation sont à court terme négatifs. Il est évident, puisque l'inflation, c'est l'augmentation des prix, donc ça pèse sur le pouvoir d'achat, donc ça hypothèque une partie de la capacité de dépenser que peut avoir un individu normal dans un pays normalement gouverné, normalement constitué. Alors c'est une inflation qui est assez particulière, parce que ce n'est pas une inflation généralisée, ce n'est pas un cancer généralisé, il n'a pas métastasé encore dans tous les organismes, il risque de le faire si on n'y prend pas garde, mais pour l'instant il a trois origines, ne moins pour les Occidentaux. D'une part, c'est une inflation qui est arrivée après le Covid, au moment où il y a eu un rebond économique avec une demande de produits qui ne trouvait pas une offre pour la satisfaire, donc un déséquilibre entre l'offre et la demande, ça a provoqué une augmentation des prix, notamment des matières importées, des matières premières, etc. Et puis vous avez une deuxième inflation qui s'est greffée là-dessus, qui est l'inflation liée aux effets de la guerre en Ukraine, aux effets des sanctions, aux risques de pénurie, au blocage d'un certain nombre de choses. Et puis il y a une troisième inflation, j'aimerais vous faire un cours là, quasiment annuel sur l'inflation, troisième inflation qui est née aussi aux prémices de la mutation écologique qui est en train de se préparer. On se prépare, le monde entier se prépare à ça, à faire un certain nombre d'investissements et d'efforts considérables pour pouvoir freiner le réchauffement de la planète. Eh bien, ces investissements-là vont coûter de l'argent, ils coûtent déjà de l'argent, et ils vont forcément renchérir durablement un certain nombre de produits de grande consommation dont nous disposons. Alors pour l'instant, cette inflation ne s'est pas généralisée, comme on le dit, au salaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore totalement provoqué une revendication, une demande d'augmentation généralisée des salaires. On a des manifestations, il y a des besoins, on en a vécu en France, notamment sur un certain nombre de professions qui en général sont plutôt assez bien protégées d'ailleurs, parce qu'ils sont assez syndiqués, mais ça n'est pas général. C'est pas automatique, comme dans les années 60-70, on avait une inflation qui était automatiquement auto-entretenue. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, c'est gérable. Ce que le gouvernement et ce que tous les gouvernements essaient de faire, c'est-à-dire d'amortir finalement l'effet de cette inflation en distribuant des aides, des subventions, des chèques ou des boucliers tarifaires pour empêcher justement de la répercussion sur le consommateur. Mais, ceci dit, l'Europe, par exemple, n'échappe pas à une inflation aujourd'hui qui est en moyenne de 8-9%. La France est à 6%. Les États-Unis sont à un taux supérieur à 8 et 9%. Alors, quant à l'Afrique, on peut en parler, si vous le voulez, dans un instant, elle est à des taux bien supérieurs encore, à 10, 12, une inflation à deux chiffres. Mais pourtant, l'Afrique, c'est un pays producteur de matières premières. Donc, puisque le prix des matières premières augmente, ça devrait compenser peut-être l'inflation, non ? Alors, le prix des matières premières augmente à condition de pouvoir les transporter. Mais quand vous avez un dérèglement du commerce international, comme ça a été le cas depuis 2 ou 3 ans, puisque le Covid a tout bloqué, les bateaux sont restés dans les ports, donc on n'a pas pu vendre. Ensuite, vous avez eu un afflux de demandes, ce qui a provoqué effectivement une montée des cours. Mais l'Afrique importe aussi énormément de produits finis et notamment de matières agricoles. L'Afrique apporte beaucoup de blé, apporte beaucoup de matières alimentaires et ça pèse énormément sur le pouvoir d'achat direct des Africains. Vous avez aujourd'hui à peu près 150 millions d'Africains qui sont en risque d'insécurité alimentaire. Nous avons là les prémices et toutes les prémices d'une famine ou de manifestation sur l'alimentaire, comme on en a vécu dans certains cas. Pourquoi y a-t-il un risque de crise alimentaire ? Parce que l'Afrique, dans son ensemble, importe une grande partie de son blé, de l'huile, parfois aussi, du sucre d'un certain nombre de pays. Le blé de Russie et d'Ukraine, 35 à 40% des importations de produits alimentaires sont constituées par du blé qui vient de Russie.
Je parle là des grands pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana et même le Sénégal. Les produits, là, les prix ont explosé. Ils ont explosé parce que ce blé-là a été bloqué dans le port, soit de Sébastopol, soit d'un autre. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas si les cargos pourront aller approvisionner. C'est devenu un enjeu politique que Poutine utilise dans cette guerre un peu hybride qu'il mène contre l'Occident. Mais ça va avoir des répercussions relativement graves. Alors les Africains essaient de trouver des ressources alternatives. Ils se sont d'ailleurs adressés à un certain nombre de pays périphériques pour pouvoir trouver des céréales ou des produits alimentaires, mais ils ont beaucoup de mal et ça ne se met pas en place. Nous avons aujourd'hui l'explosion du blé qui est à un prix entre 20 et 100%, hein, et ça risque de continuer. Et donc, ça risque aussi de provoquer, je vous le disais tout à l'heure, des révoltes de la famine. Oui, parce que le blé, ça sert à faire du pain oui. et c'est de la nourriture de base dans de nombreux pays. Alors, parallèlement à ça, vous avez aussi une augmentation des prix de tous les produits manufacturés, produits ménagers qu'on utilise et qui sont, eux, impactés indirectement par la hausse des prix. Et comment le particulier peut-il se prémunir contre l'inflation? Est-ce qu'il y a un moyen d'échapper aux conséquences néfastes de l'inflation? Ben écoutez, on n'en connaît pas beaucoup parce qu'il a deux moyens extrêmes de s'en échapper. Il a soit d'essayer d'augmenter ses revenus, et augmenter ses revenus, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut qu'il travaille davantage, et encore faut-il qu'il en trouve. Il faut qu'il ait des syndicats puissants. Avec ce risque-là, c'est d'être confronté à des freins nationaux qui vont refuser cette augmentation de revenus pour ne pas alimenter l'inflation. Parce que quand le salaire augmente, ça rentre dans le coût de production. Le coût de production se répercute sur le prix, et ça alimente à nouveau l'inflation. Et l'épargne qu'on a, quand on a de l'argent, par exemple, à la caisse d'épargne, comment l'épargne que vous avez, pour pouvoir vous protéger de l'inflation, il faut lui trouver des placements dont le rendement sera supérieur au taux d'inflation. Parce que tant que les rendements de cette épargne sont inférieurs au taux d'inflation, vous avez une inflation, vous perdez en capital. Jean-Marc, comment expliquez-vous les décisions du gouvernement chinois qui bloquent pratiquement une grande partie de leurs industries pour lutter contre la Covid ? Bien, écoutez, ces décisions ne datent pas d'hier. Depuis le début de la pandémie, les Chinois pratiquent ce qu'on appelle la politique du zéro Covid. C'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un qui est testé au Covid, on confine tout son environnement. Et comme l'environnement en Chine est assez nombreux, on va confiner tous les ouvriers d'une usine, en les obligeant même souvent à rester sur place, à dormir sur place et à ne pas bouger. Il y a l'exemple de l'usine Peugeot qui, du côté de Shenzhen, a été fermée parce que les salariés en avaient marre de dormir sur place et que les Français sont partis. Dans le cas des iPhones, ça porte sur une quantité phénoménal d'individus. Je crois qu'il y en a pour 200 000. Donc c'est les Chinois, depuis le début, ont décidé de confiner dès qu'ils avaient vent et connaissaient un cas de Covid. Et le confinement chez eux, ça veut dire qu'ils enferment tout le monde. Ils enferment tout le monde avec des distributions de produits alimentaires. Éventuellement, si on réussit à le faire, parce que parfois, on s'est aperçu qu'on avait découvert des familles entières qui étaient mortes de faim dans leur appartement parce qu'on les avait complètement oubliés là. Elles étaient confinées depuis 15 jours ou 3 semaines. C'est le problème du président Xi Jinping. Parce qu'il a mis en difficulté son économie en protégeant sa population du Covid. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il n'avait pas d'autres moyens. Il n'avait pas d'autre moyen. D'abord, je crois que les Chinois se sentaient un peu coupables d'avoir été un peu à l'origine de la pandémie, même si ça n'est pas prouvé. Et par ailleurs, ils n'ont pas trouvé de vaccin suffisamment efficace pour protéger la population. Ils n'ont pas voulu importer de vaccin. Ils n'ont pas voulu importer de vaccin parce qu'ils considéraient que c'était humiliant pour leur image et que ce n'était pas efficace. Et donc, ils pratiquent cette politique. Alors, combien de temps ça va durer? Ce que l'on sait, mais on n'a pas beaucoup d'informations, c'est que la population le supporte de plus en plus mal. La population supporte de plus en plus mal ces confinements parce que d'abord ça l'appauvrit, et qu'ensuite ça ne donne pas de résultats probants. Aux États-Unis, c'est aussi l'inflation qui menace la présidence du président Biden, puisque d'après les sondages,
il pourrait perdre la majorité à la Chambre des représentants ainsi qu'au Sénat, précisément à cause des problèmes que les Américains rencontrent avec l'inflation. Comment expliquez-vous cette inflation qui a gagné également les États-Unis? Alors l'inflation qui a gagné les États-Unis, c'est une inflation du deuxième type, c'est-à-dire qu'il y a une répercussion sur les salaires et on a enclenché des cercles qui sont assez toxiques d'augmentation des prix par les coûts de production, donc par les coûts de salaire. On est parti dans un engrenage qu'on a eu beaucoup de difficultés à freiner. La seule possibilité qu'avaient les Américains pour freiner cette inflation, c'était d'agir sur la politique monétaire. Ce qui fait qu'on a vu la Réserve fédérale se précipiter, un peu comme l'avait fait Volcker, se précipiter sur la hausse des taux d'intérêt. Donc ils ont augmenté dans des proportions très importantes les taux d'intérêt, dont le seul objectif, c'était de freiner la machine économique, c'est-à-dire freiner les besoins d'investissement, les besoins de financement, de façon à pouvoir ramener un peu de calme dans cette affaire. Mais en freinant l'activité économique, bien vous créez du chômage. C'est-à-dire que si vous soignez votre inflation d'un côté, pour soigner votre inflation, vous créez des chômeurs. Le chômage était très bas. Alors le chômage était très bas, mais il est en train de remonter tranquillement dans un certain nombre de secteurs parce que certains secteurs d'activité sont tombés. Alors là, la Réserve fédérale est un peu entre deux chaises, si j'ose dire. C'est qu'elle se demande si elle va continuer d'augmenter aussi vigoureusement les taux d'intérêt ou si au contraire elle va calmer le jeu. La Banque centrale européenne a été beaucoup plus prudente dans sa manœuvre. D'abord, elle est partie plus tard que la Banque américaine, et puis elle est partie beaucoup plus doucement. Je ne pense pas que la Banque européenne, même si elle a augmenté de 75 points de base la semaine dernière le taux d'intérêt, continuera sur cette cadence jusqu'à la fin de l'année. Et que pensez-vous de la situation en France qui fait l'objet de nombreuses discussions à l'Assemblée nationale, dont on ne sait pas, l'utilisation du 49.3, est-ce que le gouvernement va s'en alors sortir? je pense que les débats à l'Assemblée nationale n'ont pas grand-chose à voir avec la situation économique. Ce sont des débats qui sont purement politiciens, de tractation entre les différents courants et dans les différentes... Non, la situation politique française, ça n'est pas le chaos comme aux États-Unis. On n'a pas une superposition entre des problèmes économiques graves et des problèmes politique. On a un problème politique de majorité, il n'y a pas de majorité. Oui, mais il y a un problème. Il faut donc à chaque fois. Bon, alors est-ce il y a des problèmes économiques? Il y a quand même un problème économique dans la mesure où il faut absolument que nous arrêtions ou que nous freinions cette politique du quoi qu'il en coûte, qui a consisté depuis le Covid à distribuer de l'argent public pour que les gens n'aient pas de raison et de prétexte à sortir dans la rue. Mais c'était possible lorsque les taux d'intérêt étaient à zéro, puisque ça ne coûtait rien. Mais ça devient beaucoup plus compliqué maintenant que les taux d'intérêt montent à 2-3%. Cela dit, des taux d'intérêt à 2 et 3%, c'est encore supportable. Et vous pensez que la situation économique globale, par exemple la balance des paiements, que ça peut s'améliorer ou on continue à s'endetter? Écoutez, pour l'instant, et si j'en crois les statistiques, notamment du FMI, la situation française n'est pas la plus mauvaise en Europe. Au contraire, nous avons une croissance qui est restée 1 ou 2%, qui va sans doute tomber à 1% l'année prochaine. On a une inflation qui est plutôt modérée par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, qui sont à 12%, les Allemands sont à 8%. Bon. Et quand on se compare aux Anglais, on est dans une situation qui est relativement... On a un chômage qui n'est pas à zéro, mais qui est quand même très bas du minimum. On n'a pas une situation compliquée. On a une situation structurelle importante, c'est-à-dire qu'on a un problème d'industrialisation. Il faut réindustrialiser ce pays, c'est-à-dire rapatrier un certain nombre d'industries qui sont dans des pays émergents. Shenzhen, par exemple, et qui nous bloquent l'approvisionnement en composants ou tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on règle notre problème de mutation écologique. Et on est pris là encore entre des positions qui sont radicales, avec des gens qui veulent faire tout de suite, très vite, et des gens beaucoup plus responsables qui disent qu'il faut quand même étaler un peu dans le temps les efforts qu'il faudra faire pour passer au tout électrique. Surtout qu'on n'a pas l'électricité pour pouvoir approvisionner tout ça. C'est particulièrement visible dans l'automobile. Qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans dans l'automobile lorsqu'on ne pourra plus vendre sur le marché du neuf des moteurs thermiques? Les moteurs électriques, les voitures électriques sont très chères. Elles ne sont pas dans les moyens de la classe moyenne française. Donc on leur donne des chèques, là encore, pour qu'ils puissent y aller. Et puis, d'autre part, elles coûtent cher
nucléaire à fabriquer. L'électricité, nous ne l'avons pas parce que les centrales nucléaires ne tournent pas à plein régime comme elles devraient tourner. On va avoir un problème. Il va y avoir un bug là dont on ne sait pas comment il va se traiter. Parce que sur le plan politique, les affaires écologiques cristallisent beaucoup les oppositions. S'il n'y a pas une gauche très forte, il y a une écologie très forte. On le voit bien chaque dimanche quand ils manifestent. Mais là, par exemple, pour ce qui concerne les prix de l'énergie qui augmentent, le gouvernement a également décidé de dépenser. Alors, les prix d'énergie, ce ne sont pas les prix d'énergie qui sont les plus inquiétants parce que les prix d'énergie sont en train de stagner actuellement. Le pétrole n'a pas bougé depuis pratiquement le début de l'année. Bon, ce qui est gênant, c'est la pénurie plutôt. C'est le risque de pénurie, notamment si l'hiver qui arrive va nous obliger à consommer beaucoup de gaz et beaucoup d'électricité. On n'aura sans doute pas de quoi approvisionner tout. Donc il faudra faire du délestage, comme on dit, mais le délestage, c'est clair, on ferme le robinet. Et en ce qui concerne la guerre en Ukraine, qui paraît, si on peut oser une prédiction, devoir se poursuivre pendant longtemps, puisque personne ne parle de négociation, ni de quoi que ce soit, de cessez-le-feu, aucune avancée d'ordre politique, enfin, sauf preuve du contraire. Est-ce que la prolongation de cette guerre peut entraîner des déséquilibres encore plus grands dans les économies des pays européens et occidentaux ? Puisqu'il y a quand même un certain nombre de secteurs très importants qui sont directement ou indirectement touchés. Ça bouscule, et ça va encore bousculer énormément d'équilibres, à commencer par les équilibres migratoires. Parce que plus la guerre va se prolonger, plus on va avoir des vagues de migration venant des anciens pays de l'Est, même d'Ukraine, qui vont venir soit en Pologne, soit en Allemagne, et y compris en France. Ça a déjà commencé. Mais la thèse officielle chez les observateurs, c'est effectivement de dire que cette guerre sera très longue, assez coûteuse si on poursuit les aides comme elles sont, douloureuses, meurtrières, tout ce qu'on veut. Moi, ma thèse, que je n'ai pas inventée tout seul dans mon petit coin, qui circule un peu dans les milieux d'investisseurs ou dans les milieux d'affaires, c'est les chefs d'entreprise notamment, de multinationales, c'est de dire que ça n'est pas supportable, qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, que ça s'arrête. Ce n'est pas supportable, il va falloir que ça s'arrête. Et tout le monde, tous ces gens-là qui parlent à demi-mot, disent on attend la décision du président chinois, Xi Jinping. Parce que Xi Jinping va prendre son téléphone un jour, il va téléphoner à son camarade Poutine et il va lui dire écoute, arrête les conneries, ça suffit, on est en train de bouleverser le commerce mondial et nous, Chinois, on a besoin du commerce mondial. Et la Chine a besoin du commerce mondial. Quelque part, même si la Chine confine comme elle confine, c'est peut-être pour ralentir ses productions de façon à ne pas engorger les marchés parce que les marchés sont paralysés à cause de la guerre en Ukraine. Or, lui, il a besoin... Il participe, il est intégré à la mondialisation et il a l'intention de continuer à le faire. Et il peut considérer que, et à juste titre d'ailleurs, que les problèmes ukrainiens bouleversent complètement les équilibres du commerce mondial. Et c'est le seul qui, dans le monde, sur la planète aujourd'hui, peut prendre son téléphone et dire au président Poutine « ça suffit ». Et vous pensez que... Ça peut se faire assez vite. Ça peut se faire assez vite. Je vous incite à regarder, par exemple, ce qui peut se passer lors du prochain G20. C'est dans 10 jours, à Bali. Il peut y avoir, de ce point de vue-là, une évolution assez notable et assez rapide. Vous voulez dire qu'éventuellement Biden pourrait parler à Poutine alors qu'il l'a dit jusqu'à présent qu'il ne lui parlerait pas? Je crois que si Biden ne parle pas à Poutine, Poutine aura un message de la part du président chinois. Je ne crois pas qu'il puisse parler à Poutine et je ne crois pas que Poutine puisse parler à Biden parce que les antagonismes sont trop forts. Il faut qu'il y ait un intermédiaire qui vienne. On avait pensé à Erdogan, oui. Le Turc, qui puisse servir d'intermédiaire, mais Erdogan, je crois, ne pourra pas le faire. Il est en train de développer des opérations commerciales gigantesques, d'ailleurs, au bénéfice de son pays, parce qu'il est en train de devenir le premier client, fournisseur, importateur de la Russie. Mais le seul président qui a la capacité de le faire et l'aval de tout le monde pour le faire, c'est vraisemblablement le président chinois.
Le président français n'est plus du tout dans la course. Pas du tout. Je ne crois pas que le président français garde beaucoup de crédit dans la communauté européenne et les dialogues qu'il peut avoir et les rapports qu'il peut avoir de part et d'autre seront toujours utiles le jour où il faudra se mettre autour de la table et décider du sort que l'on réserve à l'Ukraine, d'un statut plus ou moins de neutralité qui permettra aux esprits de se calmer et aux armes de se taire. Oui, mais ce serait bien, mais vous pouvez imaginer que Poutine, après tout ce qui s'est passé, puisse faire marche arrière, retirer ses troupes sans avoir le moindre bénéfice. Écoutez, Poutine, depuis le début de la guerre, il a dit tout et n'importe quoi. Oui. Je crois que son système de discours et d'explication, il est fondé sur un antagonisme de valeurs. Oui. Je n'ai pas compris, moi, personnellement, quelle était la différence entre les valeurs défendues par l'Occident et les valeurs défendues par l'élite qui dirige le Kremlin. Parce que si l'Occident est aussi perverti, les élites qui participent à Courchevel, à Saint-Tropez ou ailleurs aux valeurs occidentales, elles sont aussi perverties. Je ne crois pas que le problème soit là. Le problème, il est ailleurs, il est psychanalytique peut-être, il est dans la volonté de reconstituer une grande et forte Russie. Mais à l'époque à laquelle il se réfère, la grandeur se mesurait à la taille des armées et aux victoires militaires sur le terrain. Aujourd'hui, le prestige et la taille d'un empire se mesure à son PIB, à ses réserves financières, commerciales, sa capacité d'innovation et technologie. Il est en train de prendre du retard de ce point de vue-là. La Russie reste quand même économiquement un petit pays. Oui, au PIB équivalent à celui de l'Italie à peu près, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Mais Emmanuel Macron a dit qu'il ne fallait pas humilier le président Poutine. Non. Comment lui permettre de sortir de cette affaire qu'il a provoquée lui-même, de cette catastrophe, sans l'humilier ? Écoutez, moi je ne suis pas diplomate, je ne sais pas mais vous devriez. On peut faire. Je crois que rien n'a été fait qui puisse insulter l'avenir jusqu'à maintenant, parce que a priori c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine, que les Occidentaux n'ont jamais caché qu'ils avaient un parapluie qui s'appelait l'OTAN, que cette OTAN a des règles qui est de ne pas intervenir dans un pays adverse. À ma connaissance, l'OTAN n'est jamais intervenu directement. Mais cela dit, il va falloir à un moment casser le discours de l'hypocrisie générale. C'est-à-dire qu'il va falloir que chez Poutine, on arrête d'être complètement hypocrite en faisant croire qu'on fait une guerre contre les nazis, puis contre... Et puis il va falloir... Satan. Contre Satan. Et puis il va falloir aussi que du côté occidental, on se dit que, après tout, on ne fait pas la guerre, mais on la fait quand même d'une certaine façon, puisqu'on distribue des armes, on donne des instructeurs, des drones, des affaires. Donc je crois que de ce point de vue-là, ce discours-là va de part et d'autre s'arrêter. Et je vous dis, on en reviendra aux fondamentaux qui sont les rapports de force économiques. Et les fondamentaux, c'est que la Russie va avoir besoin d'aide économique et financière, même si la Russie a aujourd'hui, et elle s'en vante, énormément de liquidités en roubles, parce qu'elle réussit à vendre son pétrole et son gaz qu'elle ne vend plus aux Allemands ou aux Français, aux Indiens et aux Russes. Mais ils les vendent à bas prix, ils les vendent à bas prix, et ils récupèrent du rouble, ils achètent du cash. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous faites du cash, lorsque tous les magasins que vous avez autour de vous sont fermés? Vous dormez dessus, vous les mettez sous votre matelas, mais ça ne sert pas à grand-chose. Merci beaucoup Jean-Marc, et nous vous retrouvons bientôt pour refaire le point sur la situation. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission, et à bientôt.